Dans un monde où les dragons sont carrément obligés d'hiberner dans la boue pour survivre, et où des démons écorchent méticuleusement leurs victimes pour voler leur apparence et infiltrer des armées, le seigneur de guerre le plus redoutable du continent est actuellement en train de se faire gronder par sa femme parce qu'il a oublié de ranger les courses de son caddie. C'est clair que c'est un contraste assez vertigineux dès les toutes premières pages. Ah ouais, ça donne le ton. Complètement. C'est une œuvre qui refuse d'entrée de jeu de se plier aux conventions habituelles de la fantaisie. Bon, décortiquons un peu tout ça. Notre plongée d'aujourd'hui explore l'univers de Conrad le Barbare, le tout premier tome des Chroniques Vardousiennes, qui a été écrit par Grégoire Cargé. Une œuvre monumentale, au passage. C'est le mot. Et ce qui frappe d'emblée, c'est que cette fresque énorme, elle trouve ses racines dans une simple campagne de jeu de rôle sur table, genre en 1986. Ouais, c'est fou de se dire que ça part de là. Totalement. Et pour comprendre comment on passe d'une petite partie de dés entre potes à une œuvre aussi foisonnante, on a rassemblé pas mal de sources. On a des extraits du roman, bien sûr. Des extraits très variés d'ailleurs. Exactement. On passe d'une préface super philosophique qui cite carrément Richard Bach à des journaux de guerre, des descriptions de rituels chamaniques et même la 4e de couverture. Tout ce matériel est nécessaire pour vraiment saisir l'ampleur du truc. Et la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est d'extraire l'essence de ce monde. Un monde où la magie se meurt à petit feu, où les intrigues politiques sont littéralement mortelles et où le héros, qui s'appelle quand même Conrad le Barbare, est en fait un pacifiste. Ce qui est un sacré paradoxe. C'est clair. Et notre but, c'est de guider ceux qui nous écoutent à travers ce labyrinthe, pour montrer que la plus grande des batailles, même quand il y a les dragons dans le coin, ça reste une bataille intérieure. Absolument. Pour bien comprendre ce continent hyper vaste, je pense qu'il faut d'abord regarder comment l'histoire nous est racontée. Parce que le narrateur n'est pas du tout classique. Ah, tu m'étonnes. Ça commence avec une scène dans un lieu qu'ils appellent les Fontaines de Pierre. Un endroit fascinant. Ouais, il faut s'imaginer une caverne souterraine monumentale, avec une cascade énorme de 80 pas d'eau. Et l'eau de cette cascade a une propriété terrifiante. Elle pétrifie absolument tout ce qu'elle touche. C'est une image tellement forte, et très sombre en fait. Et donc, on suit un groupe d'aventuriers. Il y a le clerc Boltanski et un jeune homme à la cape grise qui se ferait un chemin au milieu d'une foule de pèlerins. Et ils cherchent pas un trésor, ils cherchent un gars, un ascète immortel nommé Éner Georges Comaille. Et le truc incroyable, c'est que cet ascète, il a volontairement reçu les éclaboussures de cette cascade pour devenir une statue vivante. C'est dingue. Pourquoi on ferait un truc pareil ? Les sources expliquent que ces gens s'abandonnent à la pierre pour différentes raisons. Pour certains, c'est une dévotion spirituelle extrême, une sorte d'illumination par l'immobilité. D'accord. Mais pour d'autres, c'est juste une échappatoire face à un chagrin d'amour insupportable. L'eau fige la chair, mais elle fige aussi la douleur. Bon, c'est une méthode un peu extrême pour gérer une rupture, on va pas se mentir, mais tactiquement parlant, c'est comme si ce gars devenait une capsule temporelle vivante, quoi. Une clé USB de chair et de roche. C'est une super métaphore, ouais. Et du coup, pour brancher cette fameuse clé USB et télécharger son histoire, le groupe utilise de l'herbe magique. Oui, le rituel de l'épice orange qu'on appelle la croix vive, qui vient de Xouroth. C'est ça. Ils la font brûler, la pierre se dissout et le mec se réveille. Et là, il raconte son passé en tant que chapelain auprès de Conrad. Il dit qu'il était guidé par un koan, une énigme spirituelle, qui lui disait de trouver le guerrier pacifique. Et de servir sa destinée. Voilà. Mais attends, c'est là qu'il y a un truc qui coince pour moi. Comment un barbare, avec tout ce que le mot implique de brutalité, peut être l'objet d'une quête sur le guerrier pacifique ? Ce qui est fascinant ici, c'est que l'auteur retourne complètement les clichés du genre. C'est-à-dire ? Eh bien, Conrad n'a rien à voir avec la brute épaisse typique. C'est un roi bâtisseur, un homme extrêmement silencieux, pragmatique. Ouais, il n'est pas juste là pour taper sur des trucs. Pas du tout. Et son silence, ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est une carapace émotionnelle. Le gars cherche un sens à la guerre qu'il mène. Ça me fait penser à la phrase sur la 4e de couverture qui dit que la vérité est l'arme la plus dangereuse. Exactement. Conrad est un bâtisseur au milieu d'un monde destructeur. Mais voilà, sa philosophie se heurte très vite à la réalité politique du continent. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que sa ville, Port-Cros, elle est au centre de toutes les obsessions. Tout le monde veut l'apprendre. Ouais. Et ça nous amène au vrai gros problème de cet univers. La magie fout le camp. Un déclin massif, oui. On l'apprend notamment via la discussion entre le chroniqueur Otig de Malmaison et le mage Falafel. Quel nom incroyable, Falafel pour un mage. N'est-ce pas? Mais ce qu'ils disent est super sérieux. L'Arcanum, qui est la grande guilde de magie, est en crise totale. La magie universelle, celle qu'on apprend dans les écoles, disparaît.
Et elle est remplacée par quoi? Par une magie beaucoup plus brute, la sorcellerie. C'est une magie personnelle, viscérale. Donc on passe d'un système bien carré, institutionnel, à un truc chaotique où chacun fait sa petite tamboule magique dans son coin. C'est exactement ça. Et au milieu de ce chaos, il y a la ville de Conrad, Porte-Croix, avec son phare. Ah oui, le phare. La fameuse tour anti-magie. Dedans, il y a cette espèce de gemme géante que les barbares ont volée. Un cristal monumental. C'est ça. Et ce truc, ça absorbe absolument toute la magie autour. Ça réduit littéralement les mages en légumes s'ils s'approchent trop. Un vrai trou noir magique. Et c'est ça que veut Mademoiselle, la chef des mercenaires. Mais attends, c'est ça que je comprends pas. Si cette mademoiselle est une sorcière ultra puissante, comment elle compte attaquer une ville qui annule sa magie? C'est comme essayer de pirater un ordinateur qui n'est même pas branché sur le secteur. C'est une excellente question. Et la réponse de l'auteur est brillante. C'est l'adaptation. Donc, on change de tactique. Totalement. Face à ce mur anti-magie, les approches frontales sont suicidaires. Donc, les créatures magiques doivent ruser. T'as un exemple? Oui, les sources mentionnent un dragon, Tamat. Elle a compris qu'elle ne pouvait rien faire de front, donc elle va se cacher dans la boue du marais de la mangrove. Juste pour attendre... Oui, elle hiberne dans la vase en attendant la conjonction des 3 lunes, un événement cosmique qui va affaiblir la tour anti-magie. Waouh! S'enterrer dans la boue et attendre un alignement de planètes, faut vraiment en vouloir, hein. C'est de la survie à ce stade. Mais pour des humains ou des gens comme Mademoiselle, attendre des décennies n'est pas une option. Ouais, elle veut des résultats tout de suite. Donc, puisque la force et la magie directe marchent pas, elle y va par l'infiltration. La guerre de l'ombre, oui. Et là, les sources nous décrivent des complots, mais d'une noirceur, c'est glaçant. Il y a 2 plans majeurs qui sont détaillés. Le premier implique une lettre d'amour, non? Ouais, une lettre écrite par Mademoiselle à son espion à l'intérieur de la ville. Et le plan, c'est de choper un barbare. Parce que, on le rappelle, les barbares sont naturellement immunisés à la magie. Une résistance génétique très pratique. Sauf que là, ça va se retourner contre eux. Le but, c'est de droguer ce barbare avec un truc appelé élixir de raison. Et cet élixir cache quelque chose. C'est pire que ça. Il planque un sort de boule de feu à l'intérieur de cet élixir avec un effet à retardement. Mon Dieu. Et vu que le corps du barbare résiste à la magie, il va servir de bouclier physique au sort pendant qu'il passe les défenses de la ville et entre conseils. C'est littéralement un cheval de Troie biomagique. C'est d'un machiavélisme absolu. Ils utilisent sa propre résistance génétique contre sa propre ville. C'est brillant et effroyable en même temps. Si on relit ça à la vue d'ensemble, c'est là qu'on retrouve le message de la préface de l'auteur. L'avertissement sur les monstres modernes. Oui, les dragons et les démons ne sont plus des bêtes rugissantes. Ils ont changé de costume. Ils opèrent dans les ombres, dans les couloirs des institutions. C'est tellement vrai. Et le deuxième complot le prouve bien, avec l'histoire du démon Balingue. Ah, Balingue, un assassinat chirurgical. Totalement. Mademoiselle invoque ce démon pour éliminer une courtisane, Bélagodor, d'Aurore Songe. Et il le fait sans verser une seule goutte de sang. Le rituel est terrifiant de précision. Ouais, le but c'est juste de voler son apparence physique pour pouvoir s'approcher du commandant rival de Mademoiselle, un type qui s'appelle Erstern. Et le pire avec Balingue, ce n'est pas l'assassinat en lui-même. C'est sa méthode d'approche. Il lit dans les esprits, c'est ça? Ils ont une fille, Carmilaris, et on assiste à des scènes de ménage, genre littéralement des scènes de corvée de balayage hyper intenses, où ils ont même donné un nom à leur balai. Il s'appelle Orco. C'est un décalage monumental. Et il y a aussi l'histoire du chariot. À l'invention technologique majeure, inventée par un gnome, Kopfinker, et un marchand qui s'appelle Tolodé. Une révolution logistique. C'est un caddie de supermarché, un chariot avec des roues enduites de résine pour pas faire de bruit, et t'as Conrad le barbare, le roi taciturne, qui pousse son caddie. Ça désamorce complètement la figure du héros invincible. Mais carrément. Alors, que signifie tout cela? D'un côté, les sources nous parlent de rituels chamaniques avec des serpents géants, et de l'autre, on a un guerrier hyper musclé qui se fait engueuler parce qu'il a mal rangé les courses. Pourquoi mélanger ces éléments-là? Voilà. Quel est le but de ce contraste domestique face au grand récit fantastique? En fait, c'est le cœur même du roman. L'auteur nous montre concrètement pourquoi ces personnages se battent. Pas juste pour la gloire, donc. Pas du tout. Ils se battent pour préserver ces petits moments du quotidien. C'est là que réside la paix. La banalité comme trésor ultime? Exactement. Et ce quotidien de Porquerolles contraste dramatiquement avec les horreurs à l'extérieur.
Prends l'exemple des elfes, les Charamaki, Ouais, les sources mentionnent qu'elles sont capturées et réduites en esclavage. par une chamane orque, Gramouche Nab Odib. Et l'elfe captive observe la chute de son propre peuple, qui est devenu trop bétéré, trop décadent, face à la résilience brutale des orques. C'est une tragédie culturelle. L'univers de Grégor Cargé ne fait pas de cadeaux. Non, ça rigole pas. Mais en même temps, il y a des moments de connexion inattendus, comme ce rituel du Pawok. Ou le combat des danseurs de guerre. Ouais, ce rituel hallucinant où des ennemis mortels se battent pour finir par s'accepter à travers une transe martiale. Le quotidien, la guerre, tout est imbriqué pour nous ramener à une réalité terriblement humaine. Et c'est ça qui transcende le simple cliché des épées et des sortilèges. Absolument. C'est pas juste de l'heroic fantasy de base. Ces chroniques vardousiennes, c'est un miroir tendu vers notre propre nature humaine. Vers la bureaucratie du mal, la perte des traditions. Et cette recherche constante, presque désespérée d'un équilibre intérieur face à un monde extérieur qui est juste hostile au possible. Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion finale, un truc qui m'a vraiment marqué en lisant ces sources. Ce déclin de l'arcanum, cette magie universelle institutionnelle qui s'effondre pour laisser la place à une sorcellerie purement individualiste. Oui, chacun pour soi. Ça résonne de manière assez troublante avec notre monde moderne, tu trouves pas? Le parallèle est évident, oui. Si on se dit que nos propres institutions perdent leur pouvoir de régulation et qu'on est laissé face à des acteurs individuels ultra imprévisibles qui, dans notre réalité, possèdent cette fameuse gemme anti-magie. C'est une excellente question. Quelle est cette force aujourd'hui qui serait capable d'annuler toutes ces influences toxiques, cette sorcellerie moderne, pour nous permettre de cultiver notre propre jardin secret, tout comme Conrad essaye de le faire avec son caddie? Ça laisse vraiment matière à réfléchir sur notre façon de nous protéger. Ah ouais, ça donne envie de creuser ses propres remparts. En tout cas, un immense merci à tous ceux qui nous écoutent de nous avoir accompagnés dans cette exploration hyper immersive. On se retrouve très vite pour décortiquer ensemble de nouvelles sources.